Salut les viewers du 21e siècle, bienvenue dans Hermite Critique, l'émission critique d'Hermite. Dans cette première émission, nous allons parler d'une saga de notre enfance, une saga qui nous est très chère, avec laquelle on a tous grandi. Je parle bien entendu de la saga Pirates des Caraïbes. Let's go! Pour cette première rétrospective, nous allons commencer par le premier opus de la saga Pirates des Caraïbes, bien entendu, la malédiction du Black Pearl. Petite précision quand même, sachant que tous les films sont à peu près liés entre eux et que du coup je fais le synopsis de chacun des films, je suppose que les gens ne sont pas cons et ont déjà vu les films avant de venir voir une rétrospective. C'est en s'inspirant de l'attraction éponyme que le projet va être lancé. Le film va être confié au réalisateur Gore Verbinski qui reviendra tout juste du film The Ring. Le film suit les aventures de Will Turner, un forgeron éperdument amoureux de la fille du gouverneur Elizabeth Swann, qui va se faire enlever par des méchants pirates vilains pas beaux. Et donc pour la libérer, il va devoir faire appel à un pirate lui-même, Jack Sparrow. Ou plutôt le capitaine Jack Sparrow. Nous retrouvons Orlando Bloom dans le rôle de William Turner. Orlando Bloom qui sort tout juste des 2 premiers tournages du Seigneur des Anneaux, ainsi que Keira Knightley dans le rôle de Elizabeth Swann, Geoffrey Rush dans le rôle de Barbossa, et bien évidemment, dans le rôle de Jack Sparrow, Johnny Depp. D'ailleurs, pour la petite anecdote Wikipédia les amis, à la base c'était Michael Keaton et Jim Carrey qui ont été tous les deux abordés pour le rôle du capitaine Jack Sparrow. Autant dire que ça aurait quand même pas eu le même effet. Dites-moi si je me trompe. La saga Pirates des Caraïbes aurait pu ne jamais voir le jour les amis. D'ailleurs, le style de pirate à l'époque n'était pas à la mode et il l'est toujours pas aujourd'hui. Disney croyait tellement pas en ce film qu'ils n'ont même pas mis leur logo avant le long métrage. D'ailleurs, merci à Michael J de me l'avoir fait remarquer. Mais heureusement, l'œuvre eut le succès qu'on le connaît et est devenue une œuvre vraiment très culte. Ainsi que le Capitaine Jack Sparrow qui est devenu une icône de la pop culture. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce premier opus de Pirates des Caraïbes? Eh bien commençons avec des acteurs aux petits oignons, avec un Geoffrey Rush dans un rôle de Barbossa qui est jouissif, qui est fabuleux, qui est mémorable, bref, que je kiffe très très fort. Et avec bien sûr un Johnny Depp remarquable dont on se souviendra, qui offre une prestation bien sûr mémorable. Mais pas que, puisque nous avons du coup Orlando Bloom et Keira Knightley, qui ne sont pas des acteurs que j'apprécie spécialement, mais dans ce film ils font plutôt bien le café. Ou le rhum, c'est vous qui voyez. Ensuite, la réal de Gore Verbinski est juste géniale, hein. On nous sert un vrai film d'aventure fun, dynamique, avec de vraies réflexions et des scènes extrêmement marquantes, que ce soit des batailles navales ou des combats à l'épée. Je veux dire, qui ne se souvient pas du combat entre Barbossa et Jack, ou alors de l'arrivée de Jack à Port-Royal? Personne. Personne. Donc pour rectifier, nous avons une super réal, 2 super acteurs. Qu'en est-il de l'histoire? Eh bien, même si l'histoire est relativement classique, hein, le héros qui va chercher la fille qui a été enlevée, eh bien ça fait le café, là aussi. Faudrait que j'arrête avec cette expression. Ouais. En effet, on ne s'ennuie pas du tout dans le film. Le film est tellement bien rythmé que franchement on voit pas le temps passer. Et ce Jack Sparrow qui change de camp toutes les 2 minutes et n'arrête pas de jouer avec le spectateur comme il joue avec les acteurs ou les personnages plutôt qu'ils incarnent, c'est juste génial. Dis-le. Dis-le que c'est génial. D'ailleurs, le film possède des thèmes vraiment intéressants, à commencer par la justice. Genre, qu'est-ce que la justice? Est-ce que c'est suivre les règles sans jamais les enfreindre, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, quitte à ne pas faire les choses bien? Ou est-ce que c'est plutôt enfreindre les règles tant qu'on a de bonnes raisons? Je vous laisse débattre. Mais pas que, puisque la quête du bonheur est omniprésente au sein de l'œuvre. On regarde par exemple, Jack veut toujours récupérer son bateau, qui est l'incarnation de son bonheur. Barbossa et son équipage veulent se libérer de la malédiction, le bonheur. Will, eh bien, il veut Elizabeth, je peux pas être plus clair que ça. Et Elizabeth ne veut pas épouser Commodore et indirectement veut épouser Will. Tous les personnages de ce film cherchent le bonheur. Après, je vous laisse voir avec le film qui a réussi à atteindre le bonheur, qui n'y arrive pas. À vous de voir. Et pour finir, ce film possède mon putain de compositeur préféré, Hans putain de Zimmer. Je veux dire, ce mec, tu lui colles n'importe quel film, il te fait une musique de ouf. Je suis désolé.
Oui, j'abuse. Ce film est donc un super film d'aventure, mais aussi un film profond qui explore la nature humaine, et c'est pourquoi je lui donnerai la note de 8 sur 10. C'est une furette. Suite au succès du premier film, Disney, qui n'est pas tellement con, va faire signer Gore Verbinski et les acteurs pour 2 suites. Nous allons cette fois-ci aborder le deuxième Pirates des Caraïbes, Le secret du coffre maudit, sorti en 2006. Et le film a reçu des critiques mitigées, et je ne sais pas pourquoi, parce que putain, il est meilleur que le premier. Ouais, il est meilleur. Will Turner et Elizabeth Swann veulent se marier. Seulement le jour de leur mariage, ils se font arrêter par Cutler Beckett de la Compagnie des Indes orientales, parce qu'ils ont légèrement aidé à s'évader Jack Sparrow, qui est un pirate. Genre pirate contre la loi, genre c'est hors la loi. Hein? Du coup, pour avoir leur liberté, Will Turner doit ramener le compas de Jack Sparrow et le donner à Cutler Beckett. En échange, du coup, ils seront libres et Jack Sparrow sera corsaire pour la couronne. Selon moi, ce film marque franchement un niveau de plus dans la saga des Pirates des Caraïbes. On nous a présenté des personnages dans un premier film qui étaient hauts en couleur et auxquels on s'attachait beaucoup, mais on n'avait pas vraiment peur pour eux. Parce que Jack avait toujours un plan, à chaque fois qu'il y avait une merde, il y avait une pirouette pour s'en sortir. Ici, les personnages sont vraiment dans la merde et on le sent. Au sens propre du terme. Voilà. Que ce soit Will Turner ou Elizabeth Swann qui sont légèrement en prison, ce qui est un peu une situation encombrante, ou Jack Sparrow qui fuit littéralement la mort avec la présence du Kraken et de Davy Jones. Aussi, les personnages évoluent au cours du film. Par exemple, Jack Sparrow, qui est un pirate, on le rappelle, les pirates ce ne sont pas des mecs sympas. Jack Sparrow finit par vraiment devenir quelqu'un d'un minimum courageux à essayer de se sacrifier pour son équipage. Là où avant il était totalement lâche et fuyard même au début du film. A contrario, nous avons Elizabeth qui, elle, était droite et honnête et qui finit même par condamner Jack. Ce qui est pas cool. Et nous avons Will Turner qui, lui, pendant tout le premier film, il y a le mec qui se fait chier à aller récupérer sa gonzesse. Et pendant le deuxième film, il s'en détourne un petit peu au profit de son père qui est maudit sur un navire. Fun ta destinée. Vous l'aurez donc compris, ce film est beaucoup plus sombre que le précédent. Que ce soit l'équipage de Davy Jones et Davy Jones lui-même, qui sont vraiment beaucoup plus flippants que Barbossa, je suis désolé, c'est une évidence. Ou que ce soit le Kraken, cette créature mythologique qui défonce des navires en 30 secondes. Je veux dire, quand t'es pirate, genre c'est ta plus grande peur peut-être. Bateau, sur l'eau, Kraken, dans l'eau. Tu vois la relation de cause à effet. Après, la réalisation de Gore Verbinski est toujours au top. On retrouve ce qui faisait le succès du premier film. Et avec des scènes toujours aussi mémorables comme la scène du Kraken qui attaque le bateau. Ou même la scène où Jack fuit l'île des cannibales sur la plage. Je veux dire, qui se souvient pas de cette scène où Jack court sur une plage? Personne. À part si t'as pas vu le film, mais là je peux rien pour toi. Après, si vous êtes relativement attentif, vous aurez compris que le thème de ce film-là, c'est donc le pacte avec le diable. Un pacte que fait le personnage, ou qu'il aura fait, et qui, du coup, va regretter plus tard. On voit ça avec Will Turner qui finalement signe un pacte avec Cutler Beckett, le combat contre la liberté. Et on le voit avec Jack Sparrow aussi, qui a donc signé un pacte il y a 13 ans, je crois, avec Davy Jones pour faire revenir à flot le Black Pearl, et qui maintenant doit genre légèrement sévir sur le Hollandais volant, sinon il se fait buter. Il déconne pas le diable dans ce film. Oh que non! Et pas que, puisque Will Turner et Elizabeth Swann ont aidé par le passé Jack Sparrow à s'évader, et donc maintenant doivent payer leurs crimes. Le pacte, et après payer l'addition, c'est le thème de ce film-là. Et juste comme ça en passant, Barbossa is fucking back! Genre Barbossa! Genre il est mort mais il est là, de retour. Genre t'es là, t'as eu un film super bien, genre pendant 2h30, 3h, t'es à fond, et genre là où tu dis ça pourrait pas être mieux, d'un coup tu vois un Barbossa sauvage qui apparaît tel un Pokémon et qui te dit ouais au fait je suis de retour, ouais. J'aime Barbossa. En bref, ce film c'est pour moi ce qui lui aurait pu arriver de mieux à la saga, et c'est pourquoi je lui donne la note de 8 sur 10. Aussi. Oui, je me répète. Il est temps maintenant d'aborder le troisième opus de la trilogie de Gore Verbinski de Pirates des Caraïbes, et le film qui pour moi est le meilleur, c'est-à-dire Pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde, sorti en 2007.
Pour moi, on a là le meilleur Pirate des Caraïbes. On reprend là où on s'était arrêté, c'est-à-dire que Will Turner, Elizabeth Swann, Tia Dalma, Barbossa et l'équipage du Black Pearl vont essayer de sauver Jack Sparrow qui se trouve dans l'antre de Davy Jones. En gros, l'enfer si vous préférez. Le film est encore plus sombre que le précédent. C'est-à-dire qu'on nous offre déjà une première scène très marquante avec un petit garçon pirate, enfin c'est ce qu'on devine, se faire pendre haut et court jusqu'à ce que mort s'en suive. Et donc le petit garçon, avant de se faire pendre, chante une chanson qui reste vraiment dans les annales et qui est vraiment glaçante, surtout en VF. L'humour est présent comme dans les 2 précédents films et extrêmement bien dosé, surtout avec les scènes de folie de Jack Sparrow où il hésite entre ses 2 parties de conscience. Les acteurs, dont les 3 quarts sont déjà visibles dans les 2 précédents films, sont toujours aussi bons. Et on nous présente ici un nouveau personnage qui s'appelle Sao Feng, qui est un personnage vachement intéressant, mais qui malheureusement dans le film est vraiment sous-exploité et qu'on voit maximum 30 minutes. Et c'est dommage. Par ailleurs, plusieurs personnages deviennent encore plus intéressants avec cet opus-là. Par exemple, nous avons Davy Jones qui est dans le 2e film un très bon méchant, certes, mais qui est un méchant, je l'avoue, un peu manichéen. Il est juste un méchant très cruel et méchant. Et dans ce film-là, il explore sa profondeur et il devient une âme brisée, une âme tourmentée qui est juste souffrant d'amour. Et c'est beau. Très beau. Et l'autre personnage qui devient vraiment intéressant dans le 3e film et qui ne l'était pas dans le 2, c'est Tia Dalma, cette sorcière. Tia Dalma qui dans le 2e film était plus un outil scénaristique pour faire revenir Barbossa et pour inclure le bocal de terre. Mais ici, on en apprend vraiment beaucoup plus sur elle et elle devient vraiment intéressante. Elle fait partie du voyage pour récupérer Jack Sparrow et on apprend que c'est la putain de fucking déesse Calypso, la déesse qui règne sur les mers des Caraïbes, enfin sur la mer tout court. On apprend aussi ici que Davy Jones et Tia Dalma sont in love. Et cette romance fait vraiment l'effet d'une bombe parce qu'elle sert les 2 personnages. À commencer par Davy Jones qui du coup, comme je l'ai précisé, était un personnage froid, manichéen, très intéressant certes, mais pourtant juste un homme cruel et qui ici prend toute sa profondeur. Et pour Tia Dalma qui devient enfin un personnage à part entière, qui passe de la femme mystérieuse, juste mystique, à une divinité faisant tourner la tête des hommes et emplie de rage d'être enfermée dans un corps de mortel. Je devrais écrire un livre, c'est beau ce que je dis. La réal de Gore Verbinski, pas besoin que j'en parle parce qu'elle est toujours au top. Il clôture sa trilogie de manière saisissante avec une scène de bataille navale qui est magnifique. Franchement, j'ai eu la claque en 2007, je m'en suis toujours pas remis. Et ce 3e opus nous livre vraiment un message pour clôturer cette saga qui est juste fort, malgré sa simplicité, c'est qu'il faut savourer les petites choses de la vie. Finalement, il en faut peu pour être heureux, comme dirait Balou. Par exemple, ça se transmet à travers le personnage de Jack Sparrow, qui au début du film voulait devenir immortel, prendre la place de Davy Jones et devenir le capitaine du Hollandais-Volant et voguer sur les flots jusqu'à la fin des temps. Et à la fin du film, pour sauver son ami, il renonce à ses rêves et au final, on le retrouve sur une petite barque, sans son Black Pearl, avec une bouteille de rhum et l'océan, et il est heureux. C'est beau, putain. Pour moi, c'est le meilleur Pirate des Caraïbes et c'est pourquoi, selon moi, il mérite la note de 9 sur 10. Je suis pas objectif, ouais, mais on n'est jamais objectif quand on parle d'art. Bon ben voilà, j'ai parlé de la trilogie Pirates des Caraïbes. Elle est magnifique, elle est superbe, il n'y a aucune tache noire, aucune tache qui vient gâcher toute cette expérience de film. Ouais, tu parles pas du 4e et du 5e film? Non, c'est bon, pas besoin que j'en... Bah, si tu veux pas passer pour un trou du cul qui parle que des 3 Oh, premiers, c'est bah bon, je si. vais en parler, c'est bon. Bon, on va se mettre au 4e film, Pirates des Caraïbes et la Fontaine de Jouvence, sorti en 2011. Dans cette suite qu'on peut considérer plus comme un spin-off, on suit uniquement Jack Sparrow qui cherche donc la fameuse fontaine de jouvence qui donne la vie éternelle. Malheureusement, il va se faire embarquer sur le navire de Barbe Noire, le célèbre pirate que tout le monde connaît. Genre toi tu connais pas, si tu le connais pas, bah paye-toi une culture. Et il va retrouver là-bas une de ses anciennes conquêtes qu'il a légèrement trahi, et donc qui est devenue elle aussi une pirate et qui s'avérerait peut-être être la fille du fameux Barbe Noire. On retrouve aussi Barbossa qui est devenu précieux et qui est devenu un corsaire au nom de la majesté. C'est très flippant et dérangeant.
pas d'autre rime. Eh bien c'est plutôt un bon film tout compte fait. C'est pas non plus de la folie furieuse, il est clairement en dessous de la trilogie de Verbinski, mais Rob Marshall a fait plutôt un travail honnête sur ce film. Et il mérite vraiment pas le déluge de merde qui s'est pris dans la gueule. Surtout quand vous allez me voir parler du 5e film. Oh oui, putain, vous allez l'attendre. En premier lieu, la réalisation de Rob Marshall fait le travail sans être spécialement spectaculaire. Je veux dire, les scènes sont plutôt bien filmées sans être vraiment marquantes. Il n'y a vraiment aucune scène qui me revient en tête spécialement du film. Mais je me rappelle que c'est plutôt bien fait. Et les acteurs sont toujours aussi bons dans leurs rôles respectifs. Johnny Depp fait toujours un excellent Jack Sparrow. Geoffrey Rush nous offre une facette très intéressante du personnage de Barbossa. Enfin, la facette de l'homme précieux, de l'homme très distingué. Penelope Cruz est très convaincante. Je veux dire, elle aurait fait un meilleur antagoniste que Barbe Noire en tant que personnage. Même si Barbe Noire est très bien interprétée par Ian McShane. Après, nous allons voir après l'histoire et les personnages. Nous allons y venir. En ce qui concerne les personnages, nous avons déjà un Jack Sparrow très drôle, divertissant. Après, qui est un peu passif durant ce film. Je veux dire, d'habitude, il manipule vraiment tout le monde. Il a un plan à chaque fois dont il ne fait pas part aux autres personnages. Ici, il est un peu passif. Il regarde un peu les choses se faire toutes seules, ce qui est un peu dommage. Mais bon, après, il essaie à chaque fois de reprendre le contrôle. Parfois, il y arrive, parfois, il n'y arrive pas. Donc, on peut dire que ça passe. En revanche, en ce qui concerne Barbossa, c'est tout à fait différent. Le personnage a son lot de nouveautés tout en restant fidèle à l'idée de base qu'il avait dans les 3 précédents films. Et toujours très agréable à découvrir. Ce 4e film offre un nouveau lot de personnages très intéressants, à commencer par Angelica, femme qui a été trahie par Jack et qui du coup est devenue une pirate impitoyable. Impitoyable mais pas trop, vu qu'elle veut épargner à chaque fois le prêtre. Après, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est qu'elle est devenue la conséquence des actes de Jack Sparrow. Donc on retrouve vraiment cette notion de conséquence qu'on avait dans le 2e film. Et ça, c'est bien. Bon, maintenant, on va aborder un sujet qui est très dur pour moi et qui me fait beaucoup de mal. Le personnage de Barbe Noire. Rien que ça. Un personnage qui pouvait être vraiment bien. Je voulais l'aimer. Je voulais dire, Barbe Noire a été présenté dans le film comme un personnage sanguinaire, un pirate qui ressuscite les morts, un pirate qui est méchant, un gros grou. Et dans le film, c'est une patate chaude, je sais pas comment appeler ça. J'ai été déçu à un point pas possible. Je veux dire, on pouvait montrer ce qu'a montré le film, c'est-à-dire que le personnage soit en danger de mort, que ce soit un vieil homme fatigué de se battre, un vieil homme qui a peur de la mort, qui a peur d'échouer, qui est lâche. Je voulais bien qu'on ait ça. Seulement, bien le côté sanguinaire qu'on nous vendait, le côté vrai méchant, eh ben, on le voit pas dans le film. Tout ça, ça en fait un peu un personnage lisse. C'est-à-dire qu'on peut vraiment le résumer à « Je suis vieux et je veux pas mourir !» Et c'est problématique, parce que on est en présence de ce qui est censé être le grand méchant du film. Et quand le grand méchant du film se résume à « Je suis vieux et je veux pas mourir parce qu'il y a un unijambiste qui veut me tuer », bah c'est chiant. Surtout quand le personnage, on le voit à peu près 45 minutes de film sur 2h30. Même les personnages se plaignent qu'on le voit pas beaucoup. Bon, après, je vais pas être non plus de mauvaise foi. Son côté bâtard en mode je suis prêt à sacrifier ma fille pour sauver ma peau, j'avoue que c'était grave sympathique. Enfin, je veux dire, ça en fait un personnage unique, quoi. Pas que ce soit cool. C'est pas gentil de sacrifier sa fille. Voilà. Et pour finir, on nous présente un pseudo-couple William Turner et Elizabeth Swann dans la présence du prêtre, que j'ai même pas retenu son nom tellement il était inutile, et de la sirène. Sirena. Après, le problème, c'est que les acteurs sont bons, c'est ça le pire. C'est que les acteurs, on n'a rien spécialement à en dire. Ian McShane fait un très bon Barbe Noire, le problème c'est qu'il joue ce qu'on lui sert. C'est pareil pour Sirena et le prêtre à la con. Ce sont pas de mauvais acteurs, ils jouent très bien. D'ailleurs, Sirena, je la trouve très touchante dans le film. Seulement, leur romance est juste mal écrite, quoi. Tu regardes ça, c'est au niveau de la prélogie Star Wars, putain. Après, pour ce qui est de l'histoire, j'ai pas grand chose à en dire, hein. C'est très sympathique, c'est pas ouf non plus.
On a la quête de la fontaine de jouvence qui est sympa à regarder, franchement, ça se laisse regarder tout seul. Même si on ressent un peu le manque de bataille navale, de passage sur des bateaux et que les passages sont un peu trop à terre. Même si personnellement, moi ça me dérange pas beaucoup, mais je comprends que ça dérange certains. Le film est vraiment sauvé par la thématique qu'il porte, c'est-à-dire la notion de double. On le voit par exemple avec Jack Sparrow, qui a son côté méchant, entre guillemets, son côté sans foi ni loi, qui ne s'attache à personne, et son côté amoureux d'Angelica. Mais pas que. On le voit aussi avec Barbossa, avec son rôle d'homme précieux, d'homme distingué, et ce qu'il est vraiment. On l'a aussi, du coup, avec Jack, mais pas seulement la manière dont je l'ai présenté, aussi vis-à-vis, au début du film, du double. Je rappelle qu'il y a Jack Sparrow et Angelica qui se fait passer pour Jack Sparrow. Toute une notion de double. Ça se présente aussi avec Barbe Noire, le personnage qu'on l'imagine, c'est-à-dire le personnage sanguinaire, le personnage sans foi ni loi, méchant, agressif et tout ce qu'on peut imaginer. Et de l'autre côté, le vieil homme qui a peur de perdre la vie. C'est pas un grand film non plus, c'est pas un film spectaculaire, un chef-d'œuvre ou tout ce qu'on peut dire, mais comme dirait quelqu'un que je connais, c'est un bon film du dimanche après-midi. C'est un film agréable à regarder, qui sait se regarder, et qui est pas mauvais en soi, et c'est pour ça que je lui donnerai la note de 6,5 sur 10. Je suis obligé de parler du dernier film là? Ben oui, pour finir, il faut, hein. D'accord. Nous allons donc nous attarder maintenant au dernier opus de la saga Pirates des Caraïbes. J'ai nommé La Vengeance de Salazar, sorti en 2017. J'ai pas envie. Et donc le film raconte l'histoire d'Henry Turner, le fils de Elizabeth Swann et Will Turner. Henry Turner veut libérer son père de la malédiction du Hollandais volant et donc il veut trouver le trident de Poséidon pour le libérer. Alors il cherche Jack Sparrow pour l'aider, mais il découvre que Jack Sparrow c'est devenu juste un sale alcoolique. Pendant ce temps-là, t'as un corsaire que Jack a tué il y a longtemps, qui est dans les triangles des Bermudes, je ne sais pas pourquoi, il subit une malédiction. Et lorsque Jack donne le compas de son compas, il est libéré. Même le film, tu sens que ces bateaux, c'est une blague de merde. Bon, par où commencer dans cet océan de merde? J'aime bien les métaphores. Alors déjà, pour commencer, les putains d'incohérences dans l'histoire. Et Dieu sait qu'il y en a. Déjà, on va commencer par ce putain de compas, ce magnifique compas de Jack Sparrow. Alors, déjà, Jack Sparrow ne l'a pas obtenu par son capitaine mort, je suis désolé. Dans le 2, c'est très bien dit qu'il l'a volé à Tia Dalma, déjà. Ensuite, le fait de se débarrasser du compas libère Monsieur le connard du triangle des Bermudes. Juste non, Jack Sparrow s'en est déjà débarrassé maintes et maintes fois dans le film, enfin dans les films précédents. Et pourtant, connard n'est pas libéré. Et là, tu peux très bien me dire, oui, mais tu comprends, avant, il l'a donné, mais il espérait le retrouver. Et là, il a trahi le compas parce qu'il s'en débarrasse, il dit non à l'aventure, tout ça. Non, c'est juste une incohérence, ta gueule. Ensuite, comment connard? Oui, Salazar, j'appelle connard, ça arrive. Comment ça se fait que connard est au courant de la malédiction, vu qu'il en est la victime, et qu'il est même pas censé être au courant de ça? Et je parle pas que de ça. Putain de Will Turner de merde. Hein, Will Turner? Déjà, à la fin, il n'y a plus de malédiction. Hein, pif pouf, au revoir le trident, hop, toutes les malédictions, il n'y en a plus. Il retourne à la maison pépère. Le mec, comment il fait? Il a plus de cœur. Le principe du Hollandais volant, c'est que tu sacrifies, on t'enlève le cœur de la poitrine, t'es immortel, mais t'es esclave du Hollandais volant. Là, pourquoi t'es vivant alors que ton cœur, il est même pas dans ta putain de poitrine? Bordel, les scénaristes, qu'est-ce que vous avez fumé? Et ça s'arrête même pas là, au niveau des incohérences. Déjà, au début du film, on voit Will Turner avec des crustacés sur la gueule en mode comme Davy Jones. Seulement ça, c'est quand tu fais pas ton devoir
envers le Hollandais volant et d'amener les morts au paradis, ou l'équivalent, si j'ai bien compris l'histoire. Sauf que là, il en a lui aussi, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, quand j'ai vu la bande-annonce, qu'on voyait ça, je me suis dit, bon, ça peut être vachement intéressant, un Will Turner qui a renoncé à sa mission, qui devient peut-être même un méchant, tu ne sais pas, pour plein de raisons, parce qu'il en a ras-le-bol et compagnie. Ça peut être vachement intéressant à montrer. J'ai été vachement optimiste. Ou con. De toute façon, ça s'est même pas expliqué dans le film. Tu cherches pas à savoir, ça n'est même pas expliqué. C'est, oui, il est comme ça, ferme ta gueule, de toute façon, t'as payé ton billet, je te la mets bien profond dans ton cul. Ensuite, on a un film d'action où les scènes du coup d'action, eh ben, sont illogiques, même pour un pirate des Caraïbes. Je veux dire, mention spéciale à celle de la banque. La scène de la banque est juste irréaliste au possible. Putain, c'est de la merde. C'est de la merde et pourquoi? Eh bien, on passe d'un film d'aventure où l'humour était un minimum fin et subtil sans vraiment trop l'être, mais où du moins c'était de l'humour drôle, j'ai envie de vous le dire. Oui, mais l'humour c'est subjectif. Chut, je vais t'expliquer pourquoi c'est mauvais. On passe du coup d'un film où les blagues sur le sexe sont relativement déguisées ou un minimum, à un film crypto-scatologique. Crypto-scatologique, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est en gros des blagues pipi-caca. Référence, blague de l'oiseau qui chie sur l'épaule de Jack. Je me suis bidonné en regardant ça. Et on passe à un film où Jack Sparrow te balance des blagues de cul comme Tonton Bourré à soir de Noël. Je veux dire, personnellement, j'ai vu le film, j'ai vu Jack faire des blagues, c'est « T'as vu, elle a un beau croupion, celle-là !» Non. Je veux dire, Jack Sparrow est devenu un pirate qui, du coup... Pirate, il aime le plaisir de la chair, quoi. On est passé de ça à Tonton Bourré. Je ne saurais me l'expliquer. J'ai mal à mon Jack Sparrow. Bon, après, je vais pas être de mauvaise foi. J'avoue que la scène de la guillotine m'a fait rire. Je l'avoue. Lapidez-moi. Je l'avoue. Y a pas que ça. Les FX, putain, les effets spéciaux. Mais bordel, qu'est-ce qu'ils sont mauvais. J'avais l'impression de voir un nanar à force de voir ces FX. Je me suis dit, c'est pas possible, je regarde La Grande Muraille. C'est pas possible. C'est obligé, je regarde ce film-là, c'est tellement mauvais. Je veux dire, ça pique les yeux. Ensuite, mais les personnages. Mais les personnages comme ils te chient à la gueule dessus. Jack Sparrow. Mais Jack Sparrow est d'un lourd dans ce film, les amis. Il est lourd à un niveau, mais j'avais envie de le baffer tout du long. Je veux dire, je veux bien qu'on ait un Jack Sparrow qui soit l'ombre de lui-même, qui soit envahi par l'alcool, qui n'est plus lui-même. Mais là, c'est pas un problème d'alcool qu'il a. Là, c'est un problème de chromosome. Je veux dire, là, il est juste idiot, le mec. Je veux dire, d'habitude, Jack Sparrow, on vous montre, c'est pas un idiot qui réussit à s'en sortir. C'est un homme qui se fait passer pour un abruti et qui, au final, bah, il encule tout le monde comme ça, en faisant ses petits plans et en parlant à personne. C'est ça, le personnage. Là, j'avais l'impression de voir un cosplayer de la Japan Expo qui avait rien compris au personnage et qui disait juste « Ah, Jack Sparrow, c'est un débile. Fruit kiss. » Non. Non. Juste non. Stop. Après, on nous sert un énième couple à la Elizabeth et Will Turner. Sauf que là, c'est pire que le 4. Hein. Le 4e film, au moins, ils essayent un minimum de cacher la misère en faisant un minimum de créativité envers les personnages, en créant un minimum de personnalité aux personnages. Mais alors là, les mecs, arrêtez, c'est flagrant. Copiez certes, mais copiez bien. Sans déconner. Là, à part lisse et oubliable, j'ai pas d'autres termes pour définir ces personnages. Sans déconner. Les mecs. Même moi, je triche mieux. Ensuite, Geoffrey Rush. Bah, ça se voit qu'il a juste envie de se barrer de cette saga et d'avoir son chèque. Parce que sans déconner, Barbossa, ça se voit qu'il le joue très bien, mais qu'il en a ras-le-bol de ses conneries et que il se dit bon, je vais me barrer de cette saga, le meilleur moyen c'est de me faire crever. C'est oui, crève, oui. Si t'as pas vu le film, je m'en fous. J'en ai pas rien à foutre, tu rates rien. Donc voilà, là il veut juste signer son chèque et au revoir. Ah, et aussi, on tente de nous resservir un Beckett et une Tia Dalma Lidl. Une sorcière et un général qui veut contrôler les océans au nom de l'armée. C'est Beckett, c'est Tia Dalma.
Et ils sont tellement, mais tellement marquants ces personnages que je me rappelle même plus des prénoms. Ni des noms. Et vous vous rendez compte que la copie ne s'arrête pas là. Ils avaient tellement pas d'idées pour ce putain de film qu'ils sont allés jusqu'à recycler une des affiches d'Harry Potter et l'héroïque de la mort partie 2. Quand même. Il y a un niveau là. Le level il est pas mal. Et quelle ne fut pas ma déception en découvrant Salazar. Ou Connard, comme je l'appelle. Le personnage interprété par Javier Bardem, que j'attendais comme le nouveau Davy Jones de cette saga. Eh ben non, c'est un personnage lambda, merdique, du niveau de Barbe Noire. Malheureusement, c'est même pas la faute à Javier Bardem, parce que Javier Bardem, même si de temps en temps on sait pas si on doit se moquer de lui ou avoir peur de lui, bah il livre un personnage bien interprété et il a fait ce qu'il pouvait avec le personnage de merde qu'on lui a donné. Son seule erreur a été d'accepter de jouer un personnage de merde. Je vois pas mieux. Ensuite, dans ce film, nous n'avons ni droit à de bataille navale, ni droit au moins à la scène de combat de KPDP qu'on a eu dans le 4e film. Non, non, on a rien de ça. Genre, le film est tellement pas marquant qu'on n'a même pas droit à ça. Après, la musique, pareil. Je veux dire, même dans le 4e film, la musique était marquante dans le film. Là, bas les couilles sur 20. Ensuite, Barbossa et Karina Smith, les deux on découvre qui sont liés, que Barbossa c'est le père de Karina Smith. Bas les couilles sur 20. Barbossa se sacrifie 30 secondes après pour sauver sa fille, alors que le mec, il y a 30 secondes, il s'en battait les couilles. Bas les couilles sur 20. Ce film, c'est bas les couilles sur 20, je peux pas dire mieux. Et après, on pourra me dire, oui, mais le retour de Will Turner, de Elizabeth Swann, ça fait vibrer la fibre nostalgique du petit fan de Pirates des Caraïbes en nous. Même pas. Will Turner, il est là 5 minutes dans le film, pour l'espace du début du film et à la fin du film, 2 petites scènes. Et Elizabeth Swann, elle a même pas une putain de ligne de dialogue. Elle est créditée au générique pour un caméo à ce niveau-là. C'est « Oh, j'apparais. Ah, Colline. Oh, il y a Will Turner, je vais lui faire un câlin. » Alors attention, je n'ai rien contre le féminisme et je n'ai rien contre mettre un message féministe dans un film, quelconque soit-il. Par contre, le message féministe de Pirates des Caraïbes, la revanche, ou la vengeance, je ne sais même plus, de Salazar, bordel de merde. C'est un niveau que même mon furet, tu vois, il part en couille. Je veux dire, les mecs, soyez un minimum discret à ce niveau-là. Non, parce que sans déconner, Karina Smith, son personnage dans Pirates des Caraïbes, c'est aussi subtil que Schwarzenegger dans un film d'action. T'as l'image en tête. Non, parce que vous allez me dire, Elizabeth Swann, oui, c'est une femme libérée, forte et indépendante. Oui, sauf qu'elle met 3 films à devenir cette femme forte et indépendante. Elle passe par plein d'étapes, et elle au moins c'est fait de manière subtile. Parce que Karina Smith, à part passer 2 heures à venir et faire « Putain, je suis une femme de science, hein. Attention, je suis dans un monde d'hommes, et je montre que je suis une femme forte et indépendante. » À part ça, c'est tout. Et je te parle même pas de l'anachronisme, hein, parce que putain, à cette époque-là, il y avait même plus de chasse aux sorcières. Et le pire, c'est que j'ai rien contre l'actrice qui joue Karina Smith. Elle joue même pas mal. Franchement, son interprétation est bonne même. Elle joue bien. Mais le personnage est à chier. Contrairement à Henry Turner. Que là, je n'arrive pas à savoir si c'est l'acteur ou le personnage qui est mauvais. Non, parce que il est lisse, il est inintéressant. Le mec, son interprétation, je suis désolé, bah elle me laisse froide. Et la scène post-générique, putain. La scène post-générique. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, dans les Pirates des Caraïbes, il y a des scènes post-génériques. Dans le 1, dans le 2, dans le 3, et même dans le 4, elles sont cool. Dans le 5, on te dit, bon, bah il y a peut-être Davy Jones de retour. Alors qu'il est mort dans le 3, qu'il est mort pendant qu'il était maudit par l'Hollande des volants. Et là, en plus, on te le montre revenu sous sa forme maudite. Alors qu'il n'y a même pas 10 minutes, on t'a montré que le trident de Poséidon, il supprime toutes les malédictions. Et ouais, même dans la scène post-générique, il y a des putains d'incohérences.
Alors oui, le 4 est pas terrible, il est pas vraiment ouf, mais il sait se regarder là où le 5 est vraiment une putain de purge. Je veux dire, le 4, tu le regardes comme un spin-off à la limite, tu le regardes vraiment comme un film en dehors de la trilogie, et qui est sympa, et que tu peux l'enlever, tu enlèves le 4, les 3 autres sont tout aussi bons, alors que le 5 essaie de faire vraiment le pont entre la trilogie et la nouvelle qui est en train de se préparer. Et putain de merde quoi, le 5 il se torche le cul avec la trilogie, et il lui crache dessus. Parce que ouais, faut pas déconner, faut en profiter. Donc voilà, je suis désolé, ce film est merdique. Tellement merdique que je vais lui mettre 3,5 sur 10. 3,5 sur 10, c'est tout ce qu'il mérite. Pour les acteurs et encore. Pour le petit stagiaire qui a amené des churros. Parce qu'il faut des churros sur le tournage, c'est tout. Je vois pas quoi lui mettre de plus. Je veux dire, il est nul, il n'y a rien à sauver. Je suis désolé. Et ripez une piste, quoi, ne faites pas de 6ème film. Ne faites pas revenir David Jones. Et Johnny Depp, arrête Jack Sparrow, parce que sans déconner, je sais pas si t'as été mal dirigé, je sais pas si tu jouais mal ou si tu voulais juste sauver ton ranch que tu viens de vendre parce que tu perds de l'argent, parce que t'es plus bankable, je ne sais pas. Genre, juste arrête Jack Sparrow, parce que je sais pas si c'est de ta faute ou pas de ta faute, mais le personnage, il est mort avec ce film, il est mort. C'est tout. Voilà, donc c'était la première émission de Hermite Critique, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit sur les films ou sur les critiques, l'émission en général, en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, honnêtement. N'hésitez pas à liker, je suis désolé, je suis une putaclic, mais je le dis direct. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les productions Crazy One Studio, ça nous fera extrêmement plaisir. Merci la voisine. Et donc on se retrouve pour une prochaine émission qui j'espère vous plaira aussi. Donc c'était Hermite, salut les gens.